allez tous bien. Voilà, je pense beaucoup à vous tous et j'espère que mes vidéos vous aident à vous sentir mieux, à vous détendre, à vous endormir même. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore de la team. Et sinon, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce pour m'encourager. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite du livre du témoignage de Nicky Cruz. Voilà. Donc installe-toi bien confortablement dans un endroit où tu seras bien détendu, dans ton petit cocon, dans ton lit, dans le canapé, où tu veux. Tu peux même fermer les yeux et écouter juste ma voix. Allez, c'est parti pour la partie 2. La prochaine fois se présenta quelques semaines après cet incident. La classe était terminée et je marchais dans le corridor vers la sortie. Je m'aperçus que l'on me suivait. Jetant un regard par-dessus mon épaule, je vis 5 garçons de couleur et une fille. Je savais qu'il s'était produit des combats assez durs entre jeunes portoricains et des noirs. Et j'accélérai le pas. Les autres derrière moi en firent autant. Ayant franchi la porte, je m'engageai sur un passage cimenté qui menait à la rue. Des gamins de couleur me rattrapèrent et l'un d'entre eux, plus grand que les autres, me poussa avec violence contre le mur. J'avais laissé tomber mes livres et un gosse les lança à coups de pied le long du trottoir, jusqu'à un caniveau rempli d'eau sale. Je regardais autour de moi. Personne à qui je puisse demander de l'aide. Le grand adolescent m'interrogea. Que fais-tu ici, sur ce terrain, gamin? Ne sais-tu pas qu'il nous appartient? Mon vieux, c'est le terrain de l'école secondaire, il me semble. Il n'est à aucune bande, répondis-je. Ne fais pas le malin, je n'aime pas ton air. Il posa sa main sur ma poitrine et me cloua contre le mur. À ce moment précis, j'entendis un déclic et compris qu'il s'agissait d'un couteau à grand arrêt. La majorité des adolescents portaient sur eux des couteaux, mais ils préféraient ce genre de poignard qui fonctionne avec un ressort. Quand on presse sur un petit bouton placé sur le côté du manche, ce ressort puissant libère une lame qui se bloque. Le grand garçon tenait le couteau contre ma poitrine et de la pointe effilée de l'arme jouait avec les boutons de ma chemise. Je vais te dire ce que j'ai l'intention de faire, mon beau, dit-il. Tu es nouveau dans cette école et nous obligeons tous les nouveaux à acheter notre protection. C'est une très bonne affaire. Tu me donnes 1 franc chaque jour et nous t'assurons que personne ne te touchera. Un des jeunes fit entendre un ricanement. Exactement, mon vieux, comme nous t'assurons du même coup contre le mal que nous pourrions de faire nous-mêmes. Et les autres se mirent à rire. Je dis, ah oui, et qu'est-ce qui me prouve que si je vous donne 1 franc par jour, vous ne me tomberez pas dessus malgré tout? Rien, petit crétin. Tu me donnes l'argent tout simplement. Et si tu ne le fais pas, on te tue, répondit-il. Ok, dans ces conditions, il vaut mieux me tuer tout de suite. Car si vous ne le faites pas, je reviendrai ici et c'est moi qui vous tuerai les uns après les autres. Je sentis qu'ils étaient un peu effrayés. Le plus grand qui tenait son couteau contre ma poitrine crut que j'étais droitier. Il ne s'attendait pas à ce que je le saisisse de la main gauche. J'écartai sa main de ma poitrine en la tordant et la plaçai dans son dos, en l'obligeant de faire demi-tour sur lui-même. Il laissa tomber l'arme que je ramassais. J'aimais sentir dans ma main ce couteau. Je le lui mis sur le côté
criait plus encore et saisissant un des gamins par le bras, elle essaya de l'emmener. Cours, cours, cria-t-elle. Ce type est fou, cours. Ils partirent tous en courant, même le grand garçon, je l'avais cloué contre le mur. Je les laissais s'en aller convaincus qu'ils n'auraient pas manqué de me tuer s'ils avaient pu le faire. Je m'approchais de la rigole où mes livres trempaient. Je les ramassais et les secouais. Le poignard était dans ma main gauche. Je restais là debout, ouvrant et refermant la lame. C'était le premier couteau à cran d'arrêt que je possédais et j'éprouvais un certain plaisir à le sentir entre mes doigts. Je le glissais dans la poche de ma veste et rentrais à la maison. Dorénavant, pensais-je, ils y regarderont à deux fois avant de s'attaquer à Nicky. Le bruit courut que j'étais à craindre, ce qui fit de moi un véritable appât pour quiconque désirait se battre. Je sentais que quelque chose de terrible se produirait avant longtemps, mais j'étais préparée, quoi qu'il advînt. L'explosion finale éclata après 2 mois d'école. L'institutrice avait réclamé le silence et faisait l'appel. Un garçon de couleur arriva en retard en se balançant et en roulant les hanches. Une jolie petite portoricaine était assise au dernier rang. Il se pencha et l'embrassa sur la nuque. Elle se rejeta en arrière et se tint toute droite à son pupitre. Le noir revint et l'embrassa sur la bouche en posant sa main sur sa poitrine. Elle sauta hors de son banc et se mit à crier. Les autres garçons riaient et vociféraient. « Vas-y, vieux, vas-y !» Je regardais l'institutrice. Elle s'apprêtait à agir et s'avançait dans le couloir. Mais un grand garçon se dressa devant elle et s'interposa. « Et mademoiselle, vous n'allez pourtant pas gâcher ce petit plaisir, ou bien ?» La maîtresse leva les yeux vers l'adolescent qui était plus grand qu'elle. Elle retourna vers son bureau alors que la classe hurlait de satisfaction. Pendant ce temps, le garçon avait poussé la fille contre la paroi et promenait ses mains sur son corps, tout en essayant de l'embrasser. Elle poussait des cris et cherchait à se dégager. Finalement, il l'abandonna, se laissant tomber sur son siège. « Pas la peine de lutter pour ça, annonça-t-il. Je l'aurai ce soir et elle sera bien contente de se donner pour finir. » J'entendis l'institutrice éclaircir la voix avant de recommencer l'appel. La colère éclata au-dedans de moi. Je quittai ma place et allai au fond de la salle. La jeune fille sanglotait. Je me dirigeai vers le garçon assis sur son banc, se rongeant les ongles. Je saisis une lourde chaise de bois qui se trouvait sur mon passage. « Et regarde, ici, voyou, j'ai quelque chose pour toi. » Au moment où il se retournait, je lâchai la chaise sur sa tête. Il s'effondra sur son siège et du sang se mit à couler d'une plaie profonde. L'institutrice sortit en courant de la classe et revint quelques instants plus tard avec le directeur. Il me saisit par le bras et me traîna jusqu'à son bureau. Je restai assis tandis qu'il appelait une ambulance et je restais assis tandis qu'il appelait une ambulance et faisait les arrangements nécessaires pour que l'on prît soin du blessé. Puis il se retourna vers moi, après m'avoir dit que depuis 2 mois, il n'avait entendu que des plaintes à mon sujet et des histoires d'émeutes. Il me demanda de lui expliquer ce qui s'était passé en classe. Je lui dis exactement ce que je savais, que le garçon avait pris des libertés avec la jeune portoricaine et que l'institutrice n'avait rien fait pour l'en empêcher, ce qui m'avait amené à défendre ma camarade. Tout en parlant, je voyais le rouge lui monter au visage. Finalement, il se leva et dit « Bien, cette fois-ci j'en ai assez de toutes ces bagarres. Vous les gosses, vous venez ici et vous imaginez que vous pouvez vous comporter comme dans la rue. Je crois que le temps est venu de donner un exemple et peut-être
et partit en courant. À mon compte, chapitre 3. Dans une vie motivée par la haine et la peur, il n'y a de place que pour soi-même. Je haïssais tout le monde, Franck inclus. Il représentait pour moi l'autorité, et quand il se mit à faire objection à ma suspension de l'école et à mes tardives sorties nocturnes, je pris la décision de le quitter. Nicky, me dit-il, New York est une vraie jungle, les habitants sont soumis à ses lois. Seuls les plus durs survivent. Tu n'as pas encore réellement vu ce que c'est, Nicky. J'habite ici depuis 5 ans, et je sais. Cet endroit grouille de prostituées, de drogués, d'ivrognes et d'assassins. Ils te tueront, et personne ne saura que tu es mort jusqu'au jour où un type trébuchera sur ton cadavre, sous un tas d'immondices. Franck avait raison, mais je ne pouvais pas rester chez lui. Il insistait pour que je retourne à l'école, et je savais que je devais me tirer d'affaire tout seul. Nicky, je ne peux pas t'obliger à retourner à l'école, mais si tu ne le fais pas, tu es perdu. Le directeur me chassera et il m'a dit de ne jamais revenir. Cela m'est égal, si tu habites ici, tu y retourneras. Tu dois aller à l'école quelque part. Si tu imagines que je vais y aller, lui répliquai-je, furieux, alors tu es fou. Et si tu essaies de m'y obliger, je te tuerai aussi. Nicky, tu es mon frère, c'est insensé de parler ainsi. Maman et papa m'ont demandé de prendre soin de toi. Je ne vais pas te laisser parler ainsi. Ou tu vas à l'école, ou tu me quittes. Va, cours si tu veux, mais si... Va, cours si tu veux, mais tu reviendras. Parce que si tu ne sais pas où aller. Parce que tu ne sais pas où aller. Si tu restes ici, tu iras à l'école, c'est décidé. Le vendredi matin, Franck allait au travail. L'après-midi, je laissais une note sur la table de la cuisine, l'avertissant que des amis m'avaient invité à passer une semaine avec eux. Je n'avais pas d'amis, mais je ne pouvais plus rester longtemps chez Franck. Ce soir-là, j'irai dans le quartier de Belfort-Stuyvesant à Brooklyn pour chercher un endroit où je pourrais loger. Je m'approcherai d'un groupe d'adolescents qui flânaient à un coin de rue. L'un de vous, les gars, peut-il me dire où je puis trouver une chambre par ici? Un garçon se retourna et me regardant tout en tirant sur sa cigarette, me répondit « Oui », en m'indiquant du pouce par-dessus son épaule la direction de l'école supérieure de technique de Brooklyn. Mon vieux est le surveillant de tous ces appartements de l'autre côté de la rue. C'est lui qui est assis là-bas sur les marches de la maison et qui joue aux cartes avec ses copains. C'est lui qui est ivre. Les autres se mirent à rire. La maison à laquelle l'adolescent se référait était située sur la place Fort Greene, au cœur même de l'un des plus grands ensembles d'appartements du monde. Plus de 30 000 personnes vivent dans ces tours. La plupart d'entre elles étaient des gens de couleur et des portoricains. L'ensemble de Fort Greene part de l'avenue du Parc jusqu'à l'avenue Lafayette, en contournant le parc de Washington. Je m'approchais du groupe d'hommes et demandais au surveillant s'il y avait une chambre à louer. Il leva les yeux de ses cartes et grogna. « Oui, j'en ai une, pourquoi ?» J'hésitais et bégayais. Parce que je cherche un endroit pour me loger. »« As-tu 50 balles ?» interrogea-t-il, crachant son jus de tabac à mes pieds. « Bien, pas maintenant, mais... Alors j'ai pas de chambre, dit-il, et il retourna à son jeu. Les autres hommes ne me regardèrent même pas. Mais j'aurai l'argent, insistai-je. Écoute, gosse, quand tu me montreras les 50 balles d'avance, la chambre t'appartiendra. Mais jusqu'à ce que tu aies l'argent, ne mets pas ton nez par ici, tu m'embêtes. Je partis en direction de l'avenue Lafayette, en passant devant le bar de Papa John, devant la boucherie de Harry, le Paradise Bar, l'écuyer, l'île Valade et le rendez-vous de Lincoln. M'arrêtant devant ce dernier,
Je m'enfilai dans une impasse pour réfléchir à la manière dont j'allais me procurer cet argent. Je savais pertinemment que si j'essayais de voler quelqu'un et que je sois pris, j'aurais à faire de la prison. J'avais dit à Franck que je ne rentrerais pas pendant une semaine. Une chambre coûte très cher et je n'avais pas un sou. Il était presque 22 heures et le vent hivernal était glacial. Je m'enfonçais dans les ténèbres de l'allée et vis des gens qui longeaient le trottoir. Je sortis de ma poche le couteau à grand arrêt et en pressai le bouton. La lame s'ouvrit avec un petit déclic. J'appuyai la pointe effilée contre la paume de ma main et tremblais en imaginant comment j'opérerais le vol. Serait-il préférable de pousser les gens dans le passage? Devrais-je aller de l'avant et les poignarder ou seulement les effrayer? Et s'ils se mettent à hurler? Le cours de mes pensées fut interrompu par la présence de deux personnes qui bavardaient à l'entrée de la ruelle. Un vieil ivrogne avait arrêté un jeune homme qui portait un gros sac d'épicerie sur son épaule. Il lui demanda quelques sous pour se procurer une tasse de café. J'écoutais comment le garçon essayait de s'en débarrasser en lui disant qu'il n'avait pas d'argent. La pensée me vint que le vieillard avait probablement sa poche pleine de monnaie volée ou mendiait. Il n'oserait pas appeler au secours si je le dévalisais. Quand le commis serait parti, je l'entraînerais dans le cul-de-sac pour le piller. Le garçon déposa son sac sur le trottoir, il chercha les sous dans sa poche et les donna au vieux qui marmonna et partit. Zut, me dis-je, et maintenant que dois-je faire? Au même moment, un jeune homme renversa son sac et quelques pommes roulèrent à terre. Il se pencha pour les ramasser. J'en profitai pour le pousser dans l'allée et l'écraser contre un mur. Nous étions mortellement effrayés l'un et l'autre, mais j'avais l'avantage de la surprise. Il était pétrifié de terreur lorsque je brandis mon couteau devant son visage. « Je ne veux pas te faire de mal, lui dis-je, mais j'ai besoin d'argent. Je suis désespéré, donne-moi maintenant, vite, tout ce que tu as avant que je te tue. » Ma main tremblait si fort que j'eus peur de laisser tomber le poignard. « S'il te plaît, prends tout, ne me tue pas, » plaidait le garçon. Il sortit un portefeuille de sa poche, fit un geste pour me le tendre, mais le laissa tomber. Je le poussai à coups de pied dans l'allée. « Pars, lui dis-je, cours mon vieux, cours, et si tu t'arrêtes de courir le long de ces 200 mètres, tu es un homme mort. » Il me regardèrent les yeux dilatés par l'horreur et se mit à courir. Il trébucha contre la marchandise et s'étala de tout son long sur la chaussée à l'entrée du passage. S'aidant de ses pieds et de ses mains, il chercha à se relever. Il fit un nouveau faux pas et prit la fuite le long du trottoir, moitié rampant, moitié courant. Dès qu'il eut disparu au coin de la rue, je saisis le portefeuille et partis à mon tour à toute vitesse le long du passage. Émergeant de l'obscurité, je sautai par-dessus la chaîne qui entoure le parc et toujours en courant, je franchis les hautes herbes pour atteindre les arbres. Je m'accroupis derrière un talus pour reprendre mon souffle et permettre au coup redoublé de mon cœur de s'apaiser. J'ouvris le portefeuille et découvris 80 francs. J'aimais sentir les billets entre mes doigts. Je jetai le portefeuille dans les hautes herbes et comptai une fois encore l'argent avant de le plier et de le mettre dans ma poche. Pas mal du tout, pensai-je. Les gants que tuent des types pour moins que ça. Et mon premier essai m'a valu 80 francs. Cela n'avait pas l'air d'être si difficile après tout. Ma confiance n'effaça pas toute ma frayeur et je restai caché dans le pré jusqu'à minuit. C'était trop tard pour obtenir la chambre et je retournai à l'endroit où j'avais commis mon larcin. Quelqu'un avait déjà ramassé les articles d'épicerie, à l'exception d'une boîte de biscuits écrasés. Je pris la boîte et la secouai pour en faire tomber les miettes sur le sol. Je revécus mentalement l'expérience et ricanai. J'aurais dû lui donner un coup de couteau juste pour voir ce qu'on ressent en le faisant, pensai-je. La prochaine fois, je le ferai. Je marchai jusqu'à l'entrée du
métropolitain à 2 pas du bar Papa John et montai dans le premier train qui passa. Je restai toute la nuit dans une station et de bonne heure, le lendemain matin, je retournai à Fort Greene Place pour retenir la chambre. Le surveillant monta avec moi les 3 étages. La pièce donnait sur la rue, en face de l'école technique de Brooklyn. Elle était petite et le plafond était lézardé. Le surveillant m'informa qu'au 2e étage se trouvait une salle de bain commune et que je pouvais régler la chaleur en tournant la manette d'un radiateur en acier. Il me tendit la clé et me dit que le loyer était dû chaque samedi, une semaine à l'avance. La porte se referma derrière lui et je l'entendis descendre lourdement l'escalier. Je me retournai et regardai la chambre. Il y avait 2 lits d'une place, une chaise, une petite table, un lavabo fixé au mur et une armoire. Allant à la fenêtre, je me penchai pour voir la rue au-dessous. Il était encore tôt, mais le trafic avançait dans un brouhaha continu, le long de l'avenue Lafayette. En face, l'école technique de Brooklyn se dressait dans le ciel. Elle occupait tout un côté du bloc et bougeait la vue que j'aurais pu avoir. Mais cela ne faisait guère de différence pour moi. J'étais à mon compte. Tard dans la matinée, je fis mon premier tour dans le voisinage, descendant les marches de la maison locative des bas-fonds. Je vis un jeune homme s'éloigner en chancelant de dessous la cage d'escalier, transformé par lui en lieu d'aisance. Son visage était livide, ses yeux s'enfonçaient profondément dans leurs orbites. Sa veste sale et en lambeaux pendait à moitié d'une épaule, et la fermeture à glissière de son pantalon n'avait pas été refermée. Je n'aurais pas pu dire s'il était ivre ou sous l'effet d'une forte dose de drogue. Je m'arrêtai à l'étage et l'observai tandis qu'il trébuchait sur le seuil de la porte et sur les marches qui menaient au trottoir. Il s'inclina sur le côté de l'escalier, secoué par les hauts le cœur, et vomit. Une bande de petits sortit en courant d'une maison voisine et se répandit dans la rue en l'ignorant totalement. Il s'affaissa finalement sur une marche, regardant hébété autour de lui, apparemment sans rien voir. En passant à côté de lui, j'entendis qu'on ouvrait une fenêtre au-dessus de moi et regardai juste à temps pour esquiver le contenu d'une poubelle jetée du 3e étage sur la chaussée. Dans l'immeuble voisin, un petit était accroupi dans l'ombre sous l'escalier, se servant de l'entrée d'un sous-sol abandonné, comme latrine. Je frémis en me disant que je finirais bien par m'habituer à toutes ces inconvenances. Derrière la maison s'étendait un terrain vague où croissaient pêle-mêle jusqu'à la hauteur de la taille d'un homme des mauvaises herbes et des buissons rabougris. Quelques arbres décharnés étendaient leurs branches dépouillées vers le ciel gris. Le printemps était déjà là, mais les arbres semblaient éprouver de la répugnance à faire jaillir leurs jeunes pousses et à envisager un nouvel été dans ce ghetto. Je donnai un coup de pied à un bidon de pierre, le sol en était jonché. Des cartes, des journaux, des planches qui pourrissaient là avaient été jetées dans les hautes herbes. Une clôture de fil de fer à moitié démolie s'étendait à travers le terrain pour limiter la propriété d'un autre ensemble qui donnait sur la rue Saint-Édouard. Regardant la partie arrière de la maison où j'habitais, je pus voir quelques fenêtres du premier étage recouvertes de planches ou fermées par des feuilles de zinc galvanisées en guise de protection contre le vent.
ressortis en vacillant. Heureusement, j'avais une chambre au 3e étage. Je marchais le long du trottoir. Les prostituées dans la rue offraient un spectacle pathétique. Les filles de race blanche travaillaient du côté droit et occupaient les maisons qui s'alignaient sur la mienne. Les filles de couleur faisaient leur besogne de l'autre côté et habitaient près de l'entrée du métro. Toutes s'adonnaient à la drogue, elles se tenaient un peu partout, vêtues de vieux manteaux de léopard ou d'imperméables malpropres. Les unes bâillaient parce qu'elles étaient malades et d'autres parce qu'elles avaient besoin d'une dose d'héroïne pour se mettre en train. Après 2 mois, je n'étais pas encore habituée à New York. J'avais vu à Porto Rico les images de la Statue de la Liberté et du Palais des Nations Unies. Mais ici, dans le ghetto, aussi loin que se portait le regard, on ne voyait rien d'autre que des immeubles locatifs remplis d'êtres humains. Chaque fenêtre était le symbole d'une famille comprimée dans une demeure étroite, vivant d'une maigre pitance. Cela me faisait penser au jardin zoologique de San Juan, aux ours dans leurs allées et venues incessantes, aux singes jacassant perpétuellement derrière les barreaux. Ils se vautrent dans la bourbe. Ils mangent de la viande faisandée ou des laitues pourries. Ils se battent les uns contre les autres. Ils ne s'entendent que pour attaquer un intrus. Les animaux ne sont pas destinés à vivre de cette façon avec, au fond de leur cage, un tableau de la jungle leur rappelant qu'ils sont censés être libres. Les humains non plus ne sont pas destinés à vivre comme ils le font ici, dans le ghetto. Je m'arrêtais au coin de la Myrtle Avenue, attendant les feux verts. Au-dessus de ma tête, un train aérien passa à grand fracas, lançant sur eux qui attendaient au-dessous une fine averse de suie et de saleté. Les rues étaient couvertes d'un mélange boueux de neige, de margouillis et de sel à travers lesquels les passants pataugèrent dès que le passage leur fut donné. Derrière les maisons, les fils de fer étaient tendus entre 2 balcons crasseux ou d'une échelle de secours à une autre. Les blouses de travail ou les pantalons kaki flottaient dans le vent glacial. Les sous-vêtements blancs autrefois étaient devenus gris par leur constante exposition à l'air pollué. C'était un samedi matin et les commerçants levaient les lourdes grilles de fer qui protégeaient les vitrines des attaques nocturnes. Les appartements paraissaient misérables. On remarquait ici et là les pauvres efforts des occupants pour donner à leurs habitations une note personnelle. Derrière les fenêtres, couvertes de la suie noire et grasse qui descendit de milliers de cheminées, on apercevait un pot de fleurs rouges et crasseux ou un géranium squelettique qui pendait sans force. Quelquefois, cet outil exhortait des marches d'escalier, teintes de couleurs vives, ou une console à qui un magistral coup de pinceau donnait un relief particulier. Ailleurs, une grosse jardinière faite du bois mal égaré d'une caisse d'emballage dépassait d'un appui malpropre. Là, quelques fleurs artificielles bravaient le vent hivernal. J'avais marché jusqu'à la rue Saint-Édouard et m'arrêté en face de la bibliothèque Walt Whitman. De l'autre côté de la chaussée s'élevait une immense bâtisse de 12 étages, longue de 100 mètres. Ses 600 fenêtres donnaient sur la rue. Chacune d'elles représentait les misérables conditions d'une humanité frissonnant derrière les vitres. De l'une des fenêtres pendait un rideau en lambeaux, autrefois éclatant de couleurs, mais terni et déchiré par les effets de son environnement. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, n'avaient ni store ni tenture.
centre du groupe se trouvait un jeune garçon à peu près de mon âge, aux cheveux noirs et à la peau claire. Son beau visage grimaçait chaque fois qu'il faisait claquer ses pieds contre le trottoir à une cadence rapide. Les mains sur les hanches, il dansait au rythme de la musique. Soudain, ses yeux noirs rencontrèrent les miens. Il s'arrêta brusquement et le sourire sur son visage fut remplacé par une expression dure et froide. « Et toi, que fais-tu sur ce terrain ? Il appartient au Momo. Nous ne voulons pas de boxeurs par ici. » Je le regardais et remarquais que les garçons porteurs de chemises noires formaient un petit cercle tranquille autour de nous. Le joli garçon aux yeux froids comme de l'acier s'approcha de moi et me poussa de sa poitrine en minaudant. « À quel clique appartiens-tu ? » ?»« À aucune clique, lui répondis-je. Je viens ici pour m'amuser à la kermesse. Est-ce un crime ou bien ? Un gosse du groupe s'avança. « Et tu sais ce que c'est ça ?» dit-il en brandissant un couteau ouvert. « C'est une lame, mon vieux. Elle va t'éventrer. N'essaie pas de jouer au plus fin avec moi. Et je ne suis pas aussi tendre qu'Israël. » Le jeune garçon qui répondait au nom d'Israël écarta le gosse et continua. « Tu vois, un boxeur peut être abattu en un clin d'œil. Il se pourrait que je te liquide, mais si tu désires vivre, fiche le camp d'ici. » J'étais en colère et cherchais mon poignard dans ma poche. Je compris pourtant que les chances n'étaient pas de mon côté. Je ne voulais pas être une poule mouillée et je savais qu'une autre occasion me serait donnée de montrer mon courage. Je fis un signe de tête et repris le chemin du Washington Park et de mon logis. Derrière moi, j'entendis rire et vociférer le gang. Ça, c'était bien dit, Israël. Ce fils de... a eu sa leçon cette fois-ci. Il fera froid en enfer le jour où il remettra son nez dans nos affaires. J'étais enragé et frustré, passant sous les rails du train aérien. Je pénétrai dans le parc et m'assis sur un banc. Je n'avais pas remarqué qu'un jeune garçon de 13 ans environ m'avait suivi. Je me retournai et le regardai. Il sourit et prit place sur le banc à mon côté. « Il t'en fait passer un mauvais quart d'heure, n'est-ce pas ?» me dit-il. « Que veux-tu dire ?» lui demandai-je. J'aurais pu vaincre n'importe quel d'entre eux, mais cela n'aurait eu aucun sens de me battre avec tous à la fois. Les bandes de voyous sont dures par ici. Il fouilla dans sa poche de sa chemise et en retira une cigarette fabrication maison. Ils te tueront si tu ne marches pas avec eux. Il alluma la cigarette et remarqua que je l'observais. Tu fumes de la marijuana ? Je secouai la tête, mais je savais de quoi il parlait. Tu aimerais en goûter une ? J'en ai une autre de réserve. C'est agréable, mon gars. Bien sûr, lui dis-je, j'avais déjà reculé une fois, cet après-midi, et ne voulais pas renoncer de nouveau. Il plongea sa main dans la poche de sa chemise et en retira une cigarette tordue et ratatinée. Les deux bouts avaient été pressés pour les fermer et elle était tachée sur le côté où il avait léché le papier pour la coller. « Tu dois tirer, me dit le garçon. Sans cela, elle s'éteindra. » Il alluma la cigarette pour moi et je fis d'un fructueux essai. Non, comme ça, tu vois, il rit de bon cœur. Il aspira longuement et inhala lentement la fumée dans ses poumons. C'est formidable, si tu ne fais pas que souffler, elle brûle, et tu n'en obtiens rien. Aspire, aspire. C'est ce que je fis. Le goût était étrangement douceâtre et l'odeur forte. Qu'est-ce que ça fait au fond ? Lui demandai-je, en sentant déjà les premiers effets de la drogue. Ah mon pote, cela te fait rire, rire aux éclats. Et puis tu as l'impression d'être le meilleur danseur, le meilleur prétendant, le meilleur batailleur. Tous ces types à la kermesse avaient fumé de la marijuana. As-tu remarqué comment leurs yeux étaient rouges ? Tu peux être sûr, si leur regard brille, qu'ils sont sous l'effet de la drogue. Où obtiens-tu cette herbe ? Lui demandai-je. Oh, c'est facile, il y a des centaines de distributeurs dans les barrages. La plupart des grands peuvent en procurer. Il la
reçoivent d'amis haut placés avec lesquels ils entretiennent des relations. Ça vient de Cuba, du Mexique. Mais mon vieux, à la maison, on la cultive dans notre arrière-cour. Nous y avons que de la mauvaise herbe et des buissons. Personne n'y va jamais. Le vieux a planté parmi ses broussailles des semences de chanvre indien. C'est ainsi que nous cultivons notre propre marijuana. Elle n'est pas aussi bonne que celle qu'on achète, mais elle ne nous coûte pas un sou. À combien revient-elle si tu l'achètes à un distributeur? Je désirais être mis au courant du vocabulaire de la drogue. J'étais un peu confus d'ailleurs qu'un gamin de 13 ans en sût plus long que moi à ce sujet. Il y en a qui la vendent 5 francs la cigarette. Parfois on peut l'obtenir pour 3 francs. Mais ce qu'il y a de plus avantageux encore, c'est d'en acheter une boîte. Tu sais, par exemple, une boîte Prince Albert. Avec ça, tes cigarettes te reviendront à 2 francs la pièce. Mais il faut que tu fasses attention. Il y a des types qui trichent et te volent. Ils mélangent d'autres herbes à la marijuana et tu n'as pas de drogue pure. Contrôle toujours avant de payer. Car tu peux être sûr qu'ils essaieront de te duper. J'avais acheté ma cigarette, j'ai tendu mes jambes devant moi, la tête appuyée contre le dossier du banc. Le vent me parut moins froid et les vertiges avaient disparu. Il me semblait que j'étais en train de flotter sur un nuage de rêve. Je me retournai de manière à voir le garçon. Il était assis, la tête entre ses mains. Je l'interpellai. Moi qui croyais qu'en prenant cette drogue, on devenait heureux. Comment se fait-il que toi, tu ne ris pas? De quoi pourrais-je bien rire, dit-il. Le vieux est un ivrogne. Encore qu'il n'est pas réellement mon père. Il est venu habiter chez ma mère l'an passé. Je ne sais même pas qui est mon vieux à moi. Et cet homme-là bat constamment ma mère. La semaine dernière, quand j'essayais de l'arracher à ses mains, il m'a frappé au visage avec une bouteille et m'a cassé dedans. Je lui ai lancé une pendule qui l'a atteint dans le dos. Alors ma mère, ma propre mère, m'a dit que j'étais un fils de... un mot terrible. Et je devais partir immédiatement, car je n'avais aucune raison de faire du mal à cet homme. Depuis lors, je vis sur la rue. Et j'attends l'occasion de l'abattre. Je ne fais pas partie d'une bande. Je suis à mon compte. J'attends tout simplement le moment favorable, quand le type sera seul pour le liquider. Je n'aime plus ma mère. De quoi pourrais-je rire? Il ne leva pas une fois la tête en parlant. Je lui demandai: est-ce le même homme qui cultive la marijuana? Oui. Et il est aussi un distributeur de drogue. Attends seulement que je le surprenne. Je vais distribuer quelque chose moi aussi, un couteau à travers la gorge. Il me regarda, son visage tiré et tendu, plus semblable à la face d'un vieux singe qu'à celle d'un garçon de 13 ans. Et ton vieux à toi, il est aussi ivrogne? Non, j'ai bien de la chance. Je n'ai ni vieux ni vieille, répondis-je en lui montant. Je suis à mon compte. Il leva le front. Et oui, mais moi aussi, j'imagine. Puis, se rassérénant, il ajoute: je te reverrai sans doute. Fais attention à ces gangs. Ils te tueront s'ils te rencontrent de nuit dans la rue. Et qu'est-ce que c'est ces gangs? Combien sont-ils? Des centaines, dit-il. En réalité, ils sont si nombreux qu'on n'arrive pas à les compter. Et que font-ils? Ils se bagarrent, mon pote. Que feraient-ils d'autre? Ou bien ils sortent pour attaquer notre bande, ou encore ils restent chez eux pour défendre leur terrain contre quelques gangs envahisseurs. Quand ils ne se battent pas entre eux, ils se prennent à la police. Ils s'en prennent à la police. Ils emploient tout ce qu'ils peuvent pour attaquer: des couteaux, des massues, des pistolets, des carabines, des fusils de chasse, des baïonnettes, des battes de baseball, des bouteilles cassées, des bombes à essence, des briques, des pierres, des chaînes de bicyclette. Il suffit de leur parler d'une arme pour qu'ils l'utilisent sans tarder. Ils aiguisent même la pointe de leur parapluie. Ils garnissent des clous effilés le bout de leurs chaussures. Et quelques-uns appartenant au gang de Médec portent sur eux des rasoirs à manches et placent entre leurs doigts
Et voilà, c'est terminé pour la petite lecture d'aujourd'hui. Donc je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et je te dis à très très bientôt.